Le docteur Raglan est un psychiatre qui dirige l'Institut Soma-Free, dans lequel il encourage les patients souffrant de troubles mentaux à abandonner leurs émotions réprimées grâce à des changements physiologiques dans leur corps, selon une technique qu'il appelle psychoplasmique. L'une de ses patientes, Nola Carvette, qui souffre de troubles psychologiques, est en conflit avec son ex-mari Frank pour la garde de leur fille Candice, âgée de 8 ans. Lorsque Frank découvre des bleus et des égratignures sur le corps de Candice, suite à une visite avec sa mère, il informe Raglan de son intention de suspendre le droit de visite. Voulant protéger sa patiente, Raglan commence à intensifier les séances de thérapie avec Nola pour tenter de régler le problème. Lors d'une de ces séances, il découvre qu'enfant elle a été agressée physiquement et verbalement par sa mère alcoolique, tout en étant négligée par son père qui a refusé de protéger sa fille par honte et par déni. Peu après, plusieurs personnes dans l'entourage de Frank sont assassinées sauvagement par une créature au visage difforme. Well, my daughter's been beaten severely and scratched and bitten, and her mother did it. Her mother, who's under your psychiatric care. That's an incredibly heavy accusation to make, Frank. Did Candace tell you that? Candace won't talk about it. She pretends the whole thing never happened. But it was Nola, or some other crazy you have stashed away up here. Either way, no more weekends with Mummy. The kid stays with me. David Cronenberg est né le 15 mars 1943 à Toronto d'une mère musicienne et d'un père écrivain. Durant sa jeunesse, il lira beaucoup de bandes dessinées comme Tarzan, Superman ou Captain Marvel et s'intéressera de près aux magazines de science-fiction, lui donnant ainsi l'occasion de rencontrer des auteurs tels que Ray Bradbury, Isaac Asimov et Philip K. Dick un peu plus tard, qui auront tous une influence sur son propre travail. Au cinéma, un certain nombre de films ont marqué le réalisateur, Bambi, qu'il a trouvé terrifiant, déclarant même que la mort de la mère du petit Bambi avait influencé son approche de l'horreur, La guerre des mondes de Byron Askin, puis dans les années 70, Duel de Spielberg, et surtout l'excellent Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, dont on peut percevoir quelques influences dans Chromosome 3. Cronenberg débute sa carrière avec quelques films underground, dont Stéréo et Crime du futur, avant de s'attaquer en 1975 à son premier long-métrage officiel, Frisson, qui sera suivi de Rage 2 ans plus tard. Il s'associera pour l'occasion à Ivan Reitman, le réalisateur de SOS Fantôme, qui officiera comme producteur et superviseur musical sur les deux films. Frisson, qui a bénéficié d'un financement mis en place par le gouvernement canadien, suscite de vives critiques de la part des politiciens conservateurs, tandis qu'à gauche, on l'accuse de moralisation réactionnaire. Ces deux premiers films ayant coûté peu et rapporté beaucoup, il gardera la confiance des financiers et se lancera dans l'écriture de Chromosome 3, avant d'enchaîner sur une série de films devenus cultes dans les années 80, Scanners, Vidéodrome, Dead Zone, La Mouche, Faux Semblant, puis Le Festin nu en 1991. Même si je n'ai pas forcément accroché à tous les films qui ont suivi, je garde un excellent souvenir de History of Violence réalisé en 2005. Son prochain projet, Shroud, dont la sortie est prévue en 2024, devrait rester dans le genre qu'il a fait connaître, si l'on en croit le synopsis. Oliver Reed est un acteur anglais né le 13 février 1938. Neveu du cinéaste Carol Reed, Oliver Reed pratique tous les métiers avant de s'imposer en monstre torturé par sa propre malédiction dans La nuit du loup-garou de Terence Fisher. On est en 1961 et le cinéma britannique est alors en plein essor. Après plusieurs rôles tenus dans des films d'épouvante, il sera l'acteur fétiche des cinéastes de la génération des années 60-70 comme Michael Weiner, Richard Lester, Joseph Losey et surtout Ken Russell, qui le fera tourner dans Love, Le sulfureux Les Diables, Mahler et Tommy, sans oublier sa performance dans Trauma de Dan Curtis, un film d'horreur bien trop sous-estimé à mes yeux. Avec sa réputation d'acteur difficile à gérer sur les tournages, à cause de ses penchants pour l'alcool, les années 80 ne le seront guère favorables, même si sa prestation dans Le Baron de Munchausen de Terry Gilliam apparaît très honorable. En tout, Oliver Reed aura tourné dans 53 films et il décédera à seulement 61 ans pendant le tournage de Gladiator, suite à un malaise cardiaque. La belle Samantha Eggar est née le 5 mars 1939 à Londres. Elle a fréquenté l'Académie d'art dramatique et a commencé sa carrière dans le théâtre avant de faire ses débuts au cinéma en 1962. On a pu la voir dans plus de 60 films et séries, mais elle est surtout connue pour son rôle dans L'Obsédé réalisé par William Wyler en 1965 et pour lequel elle obtiendra un Golden Globe de la meilleure actrice ainsi que le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. On la verra également dans L'extravagant Dr Dolittle de Richard Fleischer et en 1980 aux côtés de Christopher George dans le film d'exploitation ultra-violent Le droit de tuer.
mais certains d'entre vous se rappelleront peut-être de l'institutrice Anna Owens dans Anna et le roi, série culte des années 70, où elle est confrontée au roi du Siam interprété par Yul Brynner, ce qui donnera lieu à des joutes verbales assez drôles entre les deux protagonistes. Les deux acteurs se connaissaient bien car ils ont grandi ensemble dans le même quartier de Londres et avaient déjà joué dans le film La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil réalisé par Anatole Litvak en 1970. Ils ont été proches sentimentalement pendant un temps et Oliver Reed aurait profité de ses retrouvailles dans Chromosome 3 pour refaire la cour à Samantha Eggar, sans succès. L'acteur canadien Art Hindle a toujours eu un intérêt pour les arts et a été impliqué dans le théâtre local depuis son adolescence, mais ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'il a décidé de devenir acteur à plein temps. Il a commencé à apparaître à la télévision au début des années 70 dans des épisodes de séries comme Starsky et Hutch. On a pu également le voir au cinéma dans Porky's en 1981 et dans L'invasion des profanateurs, version 1978, où il interprète une des créatures extraterrestres qui a pris l'apparence du mari de l'héroïne. Howard Shore est né à Toronto le 18 octobre 1946. Il a commencé par jouer du saxophone et de la flûte avant de s'intéresser plus tard à la composition orchestrale. Au début de sa carrière, il composera essentiellement pour des émissions de télévision à la télé canadienne. Il est surtout connu pour l'incroyable musique de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, pour laquelle il recevra 2 Oscars, 12 heures de composition intense et épique avec l'apport d'une large section de chœurs masculins et féminins. Un travail colossal, puisque Howard Shore compose, orchestre et dirige toutes ses musiques. Il a également écrit la BO de Seven, une partition torturée et étouffante en parfaite adéquation avec l'ambiance du film de David Fincher, celle tout aussi sombre du Silence des agneaux de Jonathan Demme, sans oublier sa magnifique et tragique composition pour La Mouche. Chromosome 3 fut sa première collaboration avec David Cronenberg, collaboration qui se poursuit encore aujourd'hui, Shore ayant composé la musique de tous les films du réalisateur en dehors de Dead Zone, composée elle par le regretté Michael Kamen pour des raisons contractuelles. Pour Chromosome 3, Shore a utilisé une petite formation, l'équivalent d'un orchestre de chambre avec violon, alto et violoncelle, plus quelques sons électroniques. Hommage évident à Bernard Herrmann avec son ambiance à la Psychose, les violons sont dissonants et stridents, ce qui contribue fortement au malaise ressenti tout le long du film. En 1992, l'éditeur Silva Screen a sorti une compile regroupant la musique de 3 films de Cronenberg avec 12 minutes de Chromosome 3. C'est l'unique édition disponible en CD. Seul un vinyle a vu le jour en 2015, incluant de nouveaux Scanners et les mêmes 12 minutes du CD Silva Screen. J'aime bien les 2 affiches, même si j'ai une petite préférence pour l'affiche américaine entièrement sur fond noir et plus inquiétante, tandis que la française reprend une partie de l'affiche US en y ajoutant le visage de Samantha Eggar. Les 2 restent assez mystérieuses et ne révèlent rien du film. Voici un petit aperçu d'affiches du monde entier, toutes différentes les unes des autres, mais gardant leur côté sombre et inquiétant. En revanche, la thaïlandaise, plus colorée, tranche un peu avec les autres, j'aime moins. Le film a coûté 1,4 million de dollars. Il est sorti le 25 mai 1979 aux USA et au Canada le 1er juin de la même année. Ses recettes mondiales ont atteint 5 millions de dollars, uniquement en salle. Il rapportera bien sûr beaucoup plus grâce aux différentes exploitations VHS et ses diffusions sur les chaînes câblées. Chromosome 3 est sorti chez nous le 10 octobre 1979 dans une poignée de cinéma. Il rassemblera seulement 237 000 spectateurs en fin d'exploitation, alors petit score, mais dans la moyenne des films d'horreur qui sortaient à l'époque. Le film a été tourné à Toronto du 14 novembre au 21 décembre 1978 avec une équipe réduite et Samantha Eggar était présente seulement 3 jours. Via sa société A New World, Roger Corman achètera les droits de distribution pour son exploitation américaine et c'est un certain Joe Dante, fraîchement sorti du tournage de Piranha, qui participera au montage de la bande-annonce. C'est Mark Kirwin qui occupe le poste de directeur de la photographie. Il s'agit de sa 2e collaboration avec le cinéaste après Fast Company. Les 2 hommes travailleront à nouveau ensemble sur Scanners, Videodrome, Dead Zone et La Mouche. Même si Oliver Reed était un homme charmant et poli, il ne pouvait s'empêcher de boire une fois la journée de tournage achevée.
Dès le deuxième jour, il a été arrêté par la police canadienne après avoir parié à la suite d'un dîner bien arrosé qu'il pourrait aller jusqu'à son hôtel entièrement nu malgré le froid glacial. Le lendemain, il a jeté ses oreillers et ses couvertures de la fenêtre du même hôtel. Le producteur a dû faire venir le frère d'Oliver Reed pour tenter de contrôler ses excès, ce qui fut le cas, et le tournage a pu se terminer sans encombre. Art Hindle raconte qu'un jour sur le tournage, il présente sa belle-mère à Oliver Reed qui était en train de fumer. Quand ce dernier réalise que c'est impoli, et ne sachant pas où jeter sa cigarette, il a fini par l'écraser sur sa langue avant de l'avaler. Gentleman donc, mais un peu excentrique. Pour représenter les enfants du film, Cronenberg a utilisé des petites filles issues d'un club de gymnastique d'une école primaire. Dans une des scènes clés du film, elles devaient sauter sur Oliver Reed pour le faire tomber, mais elles étaient tellement intimidées par l'acteur un peu bougon ce jour-là, que tous les parents ont dû être présents sur le plateau afin d'encourager leurs enfants à refaire la scène. Concernant le maquillage des créatures, il a été décidé qu'il serait conçu à base de cire pour rendre leur visage plus inquiétant, une idée originale et il faut avouer que l'effet fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Le film a connu de nombreux problèmes avec la censure aux États-Unis et certains plans ont dû être coupés afin d'obtenir le classement R, c'est-à-dire que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour entrer dans la salle. Chez nous, le film a été interdit aux moins de 18 ans. Alors au niveau nudité, il n'y en a aucune, ni nudité ni scène de sexe. En revanche, c'est du côté de la violence que la commission a été plus ou moins choquée. Et c'est vrai que les scènes de meurtre sont brutes de décoffrage, même si Cronenberg ne s'attarde pas dessus. La scène finale, que je ne dévoilerai pas, reste extrêmement dérangeante. La violence psychologique est également présente, mais là aussi le réalisateur n'en rajoute pas et reste maître de ses images. Néanmoins, le film est toujours aujourd'hui interdit aux moins de 16 ans, et je pense que cette interdiction est justifiée en raison de sa violence, mais aussi par les thèmes abordés et la manière dont ils sont traités par le réalisateur. David Cronenberg est le cinéaste des symboles, phalliques de préférence, et celui de la chair. Mais chez lui, la chair est malade, brutalisée, scarifiée. The Brood, qu'on pourrait traduire par La Couvée, est le 4e long-métrage de Cronenberg après Frisson et Rage, puisqu'il y a eu Fast Company tourné peu de temps avant Chromosome 3, seul film qui n'entre pas dans la catégorie horreur ou fantastique, puisqu'il parle de course automobile, l'autre passion de Cronenberg. Une récréation sans doute, car Chromosome 3 est non seulement une œuvre terrifiante, mais également le film le plus personnel du réalisateur, qui s'est inspiré de sa propre histoire. En effet, en pleine procédure de divorce, le couple se déchire pour obtenir la garde de leur fille, la mère ayant même entraîné celle-ci dans un mouvement sectaire, ce qui obligera Cronenberg à organiser son enlèvement. Après un long combat, il obtiendra finalement la garde exclusive de sa fille. Marqué par ce conflit d'une rare violence, il décidera d'en faire un film sur les dommages collatéraux du divorce tout en questionnant sur les conséquences de la procréation, sans oublier d'épingler au passage les méthodes parfois contestables de certains psychanalystes. Sur ce dernier point, le cinéaste ne tombe pas dans le cliché habituel du méchant caricatural, au contraire. Quand Raglan, superbement interprété par Oliver Reed, commence à comprendre que sa thérapie fait plus de mal que de bien à ses patients, il décide d'aider le père de la fillette qui vient d'être enlevée par 2 créatures, qui ne sont autres que la représentation physique de la rage de Nola. J'ai découvert Chromosome 3 non pas au cinéma, mais en vidéo après avoir loué la cassette VHS au vidéoclub du coin. Nous étions au début des années 80, et à l'époque les films d'horreur envahissaient les étagères. J'aime énormément ce film à la mise en scène maîtrisée et qui reste encore aujourd'hui d'une grande efficacité. Les comédiens sont tous très bien dirigés, que ce soit l'inquiétante Samantha Eggar ou la gamine parfaitement crédible lorsque son visage exprime la terreur. Ne cherchez pas une note d'humour pour faire tomber l'attention, il n'y en a pas. C'est du premier degré, pur et dur, du début à la fin. La violence va crescendo et on n'oubliera pas de sitôt la scène finale avec sa tension XXL, bien aidée par son brillant montage alterné. Chromosome 3 est une œuvre aux thématiques passionnantes, c'est aussi la naissance d'un cinéaste, bêtement taxé à ses débuts de pornographe de l'horreur, au film certes pas toujours accessible, mais qui allait nous offrir encore de belles surprises cinématographiques les années suivantes. This person here? Yeah. You can do snowflakes too. That's a good idea. Yeah. You do this larger. Plusieurs éditions ont été proposées ces 20 dernières années en DVD, comme celle-ci,
ainsi qu'à un Blu-ray en 2014. Mais je vais uniquement m'attarder sur les éditions récentes qui ont été remasterisées. Un DVD et un Blu-ray sont donc disponibles depuis fin 2022, avec un certain nombre de suppléments. Alors j'ai décidé de ne pas montrer la jaquette de cette nouvelle édition qui dévoile une scène importante du film. Un choix pas très intelligent de la part de l'éditeur, avec cette détestable manie de vouloir refaire un packaging tout moche à chaque nouvelle édition, au lieu de mettre l'affiche originale, ou à minima, une qui ne spoil pas. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Vous trouverez donc sur ce nouveau DVD et Blu-ray la version française d'origine, ainsi que la VO en 5.1, même si ce n'est pas le genre de film à faire trembler vos enceintes. L'image est de qualité, pour un film tourné en tout cas il y a 40 ans. Les deux éditions sont trouvables sans difficulté dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Évidemment, l'image Blu-ray est plus fine et plus précise que celle du DVD, mais l'ambiance ressentie sera de toute façon la même. Pour le moment, aucune édition 4K n'est prévue. Et pour finir, un petit indice visuel pour le prochain film, un drame poignant peu connu tiré d'une histoire vraie et qui a été victime de la censure américaine. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à faire une proposition dans les commentaires, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez aimé, et à activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines sorties. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.